C'est à Paris que nous retrouvons Djibril, 31 ans, toujours à la recherche d'un emploi. Il a toujours été un fan inconditionnel d'Éric Zemmour. Un fan dont la passion tourne aujourd'hui à l'obsession. Plusieurs fois par jour, il regarde des replays de son idole, reste plusieurs heures à contempler des posters de lui, et à chaque fois, c'est la même émotion. Et bah à la base, je regardais le plus grand cabaret du monde, hein, Patrick Sébastien, et j'arrivais pas à dormir, voilà. Donc je me suis mis à regarder On n'est pas couché, c'était en 2006, et bah Zemmour est apparu, c'était un vrai rayon de soleil, il était beau, et il a commencé à débattre, et moi ça m'a... J'avais les frissons, j'avais vraiment... Enfin incroyable quoi, un grand moment de télé. Le problème, c'est que sa passion empiète sur sa vie privée, car depuis peu, Djibril souhaite changer de prénom. Une décision qui ne fait pas plaisir à Véronique, sa femme. C'est depuis le passage de Zemmour chez Ardisson, quand il a dit que tous les Français devaient avoir un prénom issu du calendrier. Djibril, lui, il l'a pris au pied de la lettre. Et maintenant, il veut que je l'appelle Jean-Pierre. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Djibril, Quoi? éteins ton ordi, s'il te plaît, on va manger. J'ai pas dû comprendre là. Pardon, Jean-Pierre. Voilà. Ça fait 10 fois que je te le dis, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Est-ce que tu peux venir manger, s'il te plaît? Eh ben, t'attends 2 minutes maintenant, parce que faut que je finisse ma vidéo là. Il est en train de comparer les bougnoules aux nazis. C'est génial. Au quotidien, Après, c'est... il y a Zemmour qui nous a fait une sortie sur CNews. Magnifique. Magnifique. Assez jouissive. Quand vous voyez ça, vous vous dites oh, c'est énorme. On n'y croit pas. On se dit non, il a osé. Il est allé aussi loin. Normal. Les Verts, ils en ont rien à faire. Les Verts sont des multiculturalistes assumés. Les Verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontiéristes assumés. Ils pensent qu'ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le vert des Verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Mais si... Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens qui est derrière Mais si... le vote vert. Il leur a dit que le vert des Verts, c'est le vert des islamistes, du communautarisme islamiste, des arabo-musulmans qui veulent islamiser la France, blablabla, blablabla. Normal. Devant Christine Kelly. Je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il n'y avait pas eu Christine Kelly, une noire, ils auraient mis une arabe. Hein. Ils auraient mis une arabe. C'est la caution. Comme c'est quand même, chez Christine Kelly, ça ne peut pas être raciste. Oh, quand même. Mais sans déconner, oser dire ça. Et il y a des gens en France, il y a des gens qui trouvent Éric Zemmour intelligent. Et l'addiction de Djibril ne s'arrête pas là. Dans son bureau, il collectionne posters et objets à l'effigie de son idole. Alors là, c'est un poster d'Eric que j'ai acheté en 2007 sur eBay, dédicacé par lui-même. Il est beau, hein. Là, le suicide français, voilà, un grand classique, mon livre de chevet, je l'ai déjà lu 40 fois, je vous le conseille. Et ma pièce maîtresse, la chemise qu'il portait lors d'un débat avec Marine Le Pen en 2012, j'ai été dans sa loge à la fin, il me l'a gentiment offerte, je l'ai jamais lavée. D'ailleurs, je vais les mettre. Non mais t'es sérieux, Djibril? Tu vas pas encore mettre ta chemise qui pue, putain? Non mais tu vas arrêter de m'embêter, oui? Hein, toi tu veux qu'on parle de ta schneck quand t'as tes ragnagnas? Hein, que ça sent la lavande? Je t'emmerde, gros con. Et puis d'ailleurs, elle pue pas, hein? Ça sent son odeur. Elle sent le rat crevé. Je le sais, il l'a porté le jour de notre mariage. Là, je suis peut-être sur un gros coup. Je suis rentré en contact avec la femme de ménage d'Eric, qui va peut-être m'avoir son slip qu'il portait pendant la convention de la droite avec Marion Maréchal Le Pen. Mais chut, pas le dire à Véro. 1500 €? Bah c'est parfait. Par contre, est-ce que je pourrais juste le sentir pour l'authentification? Oui? Parfait. Bah à ce moment-là, je vous dis à demain alors. Très bien. Merci beaucoup. Merci chérie pour Vous vous rendez compte à quel point la situation est dégradée? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des gens, enfin, ils ont tellement abruti la masse, ils ont tellement exclu du cercle du pouvoir et des cercles intellectuels, des élites intellectuelles, ils ont tellement exclu les meilleurs, qu'il reste en fait que des pitres que Zemmour impressionne. Voyez. Les Anglais vont en Inde, ils se disent pas on va devenir indien, non. Ils se disent on va rester anglais. Ça s'appelle une colonisation. Donc, quand des gens viennent en France et disent moi je veux la nationalité française mais mon fils s'appellera Mohamed ou Absatou, on vivra entre musulmans. Mon fils, quand il aura l'âge de se marier, il ira chercher une fille au bled en Algérie. Il ne faut pas parler aux Gaulois et aux Roumis. Et on vit entre la mosquée, la boutique halal et compagnie. Ça s'appelle une colonisation. Ça s'appelle pas une immigration. Vous voyez, Zemmour, il les impressionne. Et alors là, vous trouverez plein d'identitaires, plein de gens
qui tombent dans le panneau et qui sont contents de se faire bananer par un Sayan de Tel Aviv. C'est magique. Le repas. Sinon, t'as pris le rendez-vous avec le chirurgien pour mon nez? Quoi ton nez? Je t'ai demandé de prendre rendez-vous là, pour pouvoir me le refaire faire. Le prénom, la chemise, le slip, je pouvais faire avec. Et maintenant il veut faire de la chirurgie esthétique pour lui ressembler. Ça va trop loin. Qu'est-ce qu'il a ton nez? Il est très bien. Mais non, il est pas très bien mon nez là. Je t'ai déjà dit, il est gros, il est épaté, c'est un nez qui sent le mafé. Moi je veux un nez français, un nez à la Eric. Regarde, il est pointu, il est ciselé, il est beau. Ouais. Ça c'est du nez, ça. Tu pars en couille là. Non, je pars pas en couille. Et je te préviens, je vais sûrement revendre le kangou pour pouvoir avoir l'argent pour me faire blanchir la peau. Putain, mais t'es trop con, Djibril. Et c'est quoi la prochaine étape? Réduire la taille de ta bite aussi? C'est prévu. J'ai vu avec le chirurgien. 15 cm minimum si je veux lui ressembler. C'est magique. Le mec, il a un Sefer Torah ici en bandoulière, il a en collier, il a la cuisine au lait, à la viande séparée à la maison, il va à la synagogue chaque semaine, il se fait appeler Moshe, et il s'est fait passer pour un Gaulois. Il s'est fait passer pour assurance tout risque. Et ça passe. Les mecs, ils le croient. Bienveillante. Peut-être j'étais naïve, mais je me suis retrouvée dans cette émission où j'ai eu des situations, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi t'es pas partie avant? Tu savais très bien que cette émission était faite comme ça. Oui, je me suis opposée. Quand j'ai effectivement un animateur de télévision qui me dit les races supérieures doivent aider les races inférieures, c'est pas moi qui le dis, c'est Léon Blum. Mais tu ne sais pas qui est Léon Blum, tu ne lis pas le livre d'histoire. C'est un mépris social. C'est une attitude que je ne peux pas tolérer, pas accepter. Sauf... La blague de l'année, c'est hallucinant. Hallucinant. Le type, c'était... Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, il a voulu faire croire aux gens que les Verts, c'était des islamistes. Je rappelle quand même, je pense que c'est important, de rappeler que les Verts, c'est le lobby LGBT, et c'est la GPA, la théorie du genre, la PMA pour toutes, etc. etc. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est incompatible avec l'islam. Incompatible avec l'islam. D'ailleurs, on l'a vécu avec François Hollande lors du passage en force du mariage pour tous, où il a perdu énormément d'électeurs d'origine maghrébine. Parce qu'ils n'étaient plus d'accord là-dessus. Et c'est leur droit d'ailleurs au passage. Et... Je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je suis journaliste. Alors, vous bossez où? Je suis journaliste au Figaro, je suis journaliste politique depuis 20 ans, et j'écris des livres. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Vous faites tout et n'importe quoi, vous aussi. Voilà, non mais... Vous, tant qu'on me regarde... C'est ça. Donc vous venez pour le strass et les paillettes. Si mon Mais avis... non, mais je croyais que le strass et les paillettes, ça nous était réservé. Vous aussi, vous en voulez une part du gâteau? Ne critiquez pas les paillettes, j'en ai vécu. S'il y a que vous qui avez le droit de passer à la télévision, il faut le dire. Non, mais c'est que moi, je suis sincère dans ma démarche. C'est terrible. Non, mais il faut le dire. Non, c'est éternel, c'est éternel. Ça existe depuis tout le temps. Depuis 1000 ans, il y a toujours eu ces problèmes entre les artistes et les critiques. Non, mais c'est pas une histoire de critique, c'est ce que j'ai dit, c'est le Mais moi, je suis pas critique. le spectacle que on me demande mon avis, je le donne, c'est tout. La seule forme de critique qui est tolérée, c'est la promotion maintenant. Exactement. Dès qu'on sort de la promotion, vous êtes qui? Télé, mec, on est là pourquoi? On est là pour parler du livre de Mathilde. On est là pour... Ah ouais, Michael, je vais les défendre parce que je suis d'accord que parfois les critiques sont injustes. Mais que la télé, ça n'est pas juste. La télé, ça n'est pas juste. Si on en parle en dehors des caméras, on dira pas la même chose que devant les caméras. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je dis exactement pas de la même façon, c'est pas vrai. Moi, je te dis que c'est pas vrai. Bah oui, absolument. Eh ben, c'est pas vrai. Eh ben, c'est non, c'est ce que vous dites qui n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas penser non plus que la télévision ne doit être qu'un robinet à promotion. Arrêtez, c'est une émission de spectacle. Vous faites venir la famille de Jean d'Ormesson, c'est du spectacle. Bien sûr. On n'est pas là pour être sincère. On n'est pas là pour être sincère. On lui a quand même dit ce qu'on pensait de son livre à d'Ormesson. On a dit ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas.
On lui a dit exactement ce qu'on pensait de lui. Michael, c'est justement parce que dans cette émission, des gens comme Zemmour, je parle du samedi soir, et Nolo disent ce qu'ils pensent, ou en semaine, d'autres comme Miller et certains disent ce qu'ils pensent aux artistes, que c'est d'autant plus valorisant et que les livres se vendent mieux parce que les téléspectateurs préfèrent la sincérité, parce qu'autrement, si on dit que tout est toujours bien et que la télévision n'est qu'uniquement un robinet à promotion, les gens n'achètent plus rien parce que ça n'a rien à voir avec ça. Personne. Ça n'a rien à voir avec des avis tranchés, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est pas une histoire d'avis tranché ou pas, c'est une histoire de starification de la critique, c'est juste ça. Pas du tout. C'est pas vrai. C'est ce que je pense. Éric Nolot n'est pas une star. Ça n'engage que moi. Non, mais non seulement on n'a pas le droit de donner son avis, mais quand on le donne, c'est forcément insincère. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis ? Non, tu le contestes. Moi, je suis pas tout le monde. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous ne le pensez pas. Ce que vous dites, vous ne le pensez pas. Vous le pensez un petit peu. Je vais poser une question très simple à Mathilda. Vous avez fait d'autres émissions. Vous avez fait votre critique en disant je veux bien vous aider. Je veux bien vous aider à améliorer votre livre. J'ai pas dit ça. Suffisant. J'ai pas dit ça. Mais si, c'était pas très loin de ça. C'est très suffisant. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit je suis tout à fait prêt à faire mon métier d'éditeur avec Mathilda. C'est un truc professionnel. Mais les chez Flammarion, elles sont fous. Non. Non, ça c'est vrai. Mathilda a fait d'autres émissions, des rencontres avec le public. En combien de circonstances vous avez pu vous exprimer sur le style, sur votre style? Est-ce que vous avez eu souvent, et ce que vous avez dit était très bien sur le style, c'est un parti pris. Grâce à vous, bravo. Non, pas grâce à moi. Mais Michael, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Si. C'est juste que je sais pas, vous me revenez pas des masses. Ben oui, mais ça c'est votre droit le plus strict, vraiment. J'aime pas trop. Et c'est pas loin d'être réciproque. Mais si Mathilda peut en j'aime placer pas trop ce que vous dites et j'aime pas trop la manière avec laquelle vous le dites. Voilà. Ah bah alors, qu'est-ce que je vais devenir? Si je comprends bien, là vous êtes sincère quand vous parlez, et nous tout à l'heure nous ne sommes pas sincères. Je suis en mode télé là. Bah ouais, mais moi non plus, j'étais très sincère. Non mais si Michael Youn ne m'aime plus, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie, quoi? Je veux dire, m'accrocher à ça. Bon, allez, on va passer. On va faire un règlement de. Non mais est-ce que Mathilda peut répondre, parce que c'est pas. C'est moi qui a partout avec mon ego surdimensionné. Ah bah il y a un peu de ça, oui. Mathilda, est-ce que vous avez beaucoup parlé du style dans vos rencontres? Est-ce que vous avez beaucoup l'occasion de parler du style? Voilà, moi je trouve qu'on a abordé des questions de fond. On n'essaye pas de faire un carton sur Mathilda May, on dit ce qu'on a pensé. Ou alors, posons comme règle que... On aime tout ce qui Écoutez, se passe. Ce dont j'ai entendu parler lorsqu'on est venu me évoquer le roman, c'est l'émotion. Bah oui, alors, c'est exactement ce qu'on a dit. L'émotion, à savoir, j'ai été émue par les destins de ces deux femmes, ça m'a donné d'espoir, j'ai entendu des gens me dire ça, j'ai entendu des gens me dire, ça m'a donné envie de réfléchir sur la façon dont je pouvais donner du sens à ma vie, d'autres qui ont évoqué des choses en rapport avec, d'une manière assez intime en fait. Et l'intimité, si vous voulez, moi je la veux la plus simple possible, au sens dénudé, au sens d'une certaine pureté. Alors, avec les moyens que j'ai, qui sont les miens, j'essaye de ne pas déguiser mon écriture, et c'est vrai qu'on peut dire tout à fait normalement qu'il n'y a pas de style. Mais vous savez, quand je vais au cinéma, j'ai envie d'oublier qu'on voit un film. J'ai pas envie d'être bluffé par un acteur, j'ai envie d'oublier que ce sont des acteurs. Voilà. Et c'est la même chose quand je lis. Ça, là-dessus, c'est un débat éternel. Il y a toujours eu deux écoles là-dessus. C'est le même problème avec des écrivains comme Werber ou Marc Lévy, qui évidemment écrivent, on leur reproche sans style, mais qui touchent un public et qui vendent énormément de livres, et qui privilégient l'histoire au style. Je pense à Werber, je pense à Marc Lévy et de nombreux écrivains qui font des best-sellers. Et c'est vrai que les critiques, en revanche, ne les épargnent pas. C'est un débat éternel. Je ne parle pas de non-style. C'est mon style à moi que j'ai trouvé pour exprimer cette histoire-là, que d'enlever le superflu et d'être le plus direct possible. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. C'est que par éclair, il y a des passages vraiment très bien écrits par éclair. On se dit pourquoi tout le livre n'est pas comme ça. Si c'était Marc Lévy n'a rien à faire, je pense. Il va écrire comme ça pendant 100 ans. Vous, de temps en temps, il y a une page, un paragraphe qui est vraiment beaucoup mieux écrit que le reste. On se dit pourquoi c'est pas tout ça. Moi, je ne dis rien d'autre. Apparemment, c'est encore trop pour certains, mais voilà. On va laisser aux téléspectateurs le soin de juger eux-mêmes. Mathilda May publie Personne ne le saura. C'est son premier roman chez Flammarion. Merci Mathilda. Vous pouvez rejoindre votre fauteuil. Michael, je ne voudrais pas que vous partiez comme ça
C'est bien, vous avez défendu une femme, un écrivain et une collègue comédienne en plus. Mais voilà, faut aussi laisser faire les critiques de temps en temps, Michel. Je suis là pour m'exprimer moi aussi, sincèrement. C'est bien, mais vous l'avez fait, vous l'avez fait. Je vous libère dans 2 minutes, parce que quand même, on va essayer de remettre un peu de bonne humeur sur ce plateau. Il va falloir retirer 2 personnes, alors. C'est vrai que nous, super bonne soirée, on mais c'est vrai que très bien, on discute et il faut qu'on vienne mettre un petit peu d'esprit là-dedans. C'est vrai que nous on n'est pas comme lui, on n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Alors évidemment, c'est difficile. Non, écoutez, là... J'ai pas bien entendu. Non, mais il y a des limites. C'est quoi le but de ce genre de joute verbale? C'est de te faire mousser? Qu'est-ce que tu cherches? Mais rien du tout, je réponds à ce que tu as dit, c'est tout. En tout cas, je veux que le mot esprit soit coupé. Il y a des mots qu'on ne peut pas quand même prononcer. C'est dégueulasse. Je voulais qu'on détende un peu l'atmosphère. Moi, les bénis oui-oui, j'aime pas les bénis oui-oui. Non, moi non plus. La vie n'est faite que de bagarres. Et on ne peut vivre, travailler, avancer dans la vie qu'avec les bagarres. Exemple, le rugby. Et vous croyez qu'un studio de télévision, c'est un bon endroit pour une bagarre? Ça, c'est la vie. C'est pas un endroit pour une bagarre. Il n'y aurait pas eu de bagarre si vous aviez, par exemple, accepté la critique. Mais un studio de télévision n'est pas qu'un studio pour le spectacle. C'est aussi un studio où on a le droit d'émettre des avis, moi, dans mon magazine, il y avait marqué divertissement. Pardon? Il y avait marqué divertissement. Non, magazine. Nous faisons partie des magazines de la chaîne, cher Michael. Nous ne faisons pas, comme vous, que du divertissement. Wow. Voilà. On fait aussi de l'info, on fait aussi de la culture. Et d'ailleurs, si on faisait pas de culture, on recevrait pas d'écrivains, tout bêtement et tout simplement, Michael. Voilà, je défends aussi un peu cette émission, parce que la télévision n'est pas que du spectacle. Il y a du spectacle dans cette émission, il y a de l'humour. On essaie d'y mettre un peu de tout. On ne peut pas y mettre que du spectacle. Et justement, je pense que si on ne met que de la culture dans les émissions culturelles, on n'ouvre pas le public à cette culture-là. Voilà pourquoi cette émission existe. Michael, je suis bien obligé de défendre aussi mon bout de gras, moi aussi. Pas de problème, ce sont vos collègues de travail, c'est normal de les défendre, c'est assez noble. C'est pas mes collègues de travail, c'est aussi moi, c'est mon boulot, c'est mon job, c'est cette émission. Et je voulais qu'on termine par une note de bonne humeur. Omar, je voulais vous faire absolument ce message privé. En français ou en poulard? En poulard, Bedouai Hal Doudema Poulard. Parce qu'on parle le même dialecte, mais je vais parler en français pour qu'on nous comprenne. D'accord. Je l'ai écrit, Omar, parce que pour moi, c'est un tel événement de vous recevoir que je voulais absolument rien oublier de tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous lire un peu, quelque sorte, ma lettre. D'accord. Depuis toujours, Omar, on me demande si vous êtes mon frère. Secrètement, j'ai envie de dire que oui, mais je réponds que non. Mais désormais, je voudrais vous demander officiellement le droit d'être votre sœur de cœur. Car oui, Omar, je vous aime comme un frère, sans vous connaître. Surprenant, mais ça s'explique. Le jour où je vous ai vu recevoir votre César, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme si c'était un frère de sang qui venait de le gagner. Omar, on a la même histoire. Je suis fille d'une femme de ménage mauritanienne, comme vous. Je suis fille d'un ouvrier sénégalais, comme vous. Je suis Peul, comme vous. Nos parents se connaissent, parce que chez nous, tout le monde se connaît. Mais nous n'avons pas eu la chance de nous connaître avant. Donc c'est effectivement ma première rencontre avec Omar. En vous voyant dans le reportage 50 minutes Inside avec... Vous avez vu, je tremble, Omar. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. En vous voyant dans le reportage 50 minutes Inside avec votre famille à Cœur-Massard, les larmes me sont encore plus montées parce que c'est bien là-bas que mon père vit 6 mois par an. Car Omar, je vais vous dire pourquoi je vous aime comme un frère, parce que vous honorez le parcours de nos parents. Partis de chez eux, ils ont quitté leur terre, leurs repères, leur vie pour nous offrir la vie qui est la nôtre, mais sans jamais oublier qui ils étaient. Ils ont affronté un voyage long et difficile pour que nous puissions vivre nos rêves, et vivre leurs rêves, de nous envoyer à l'école et de nous offrir un avenir. Pour certains, Lampedusa, ce sont des gens qui quittent leur terre pour venir profiter. Pour nous, ça nous rappelle l'histoire de nos parents qui, avec dignité, ont su s'intégrer et qui nous ont appris en premier lieu le respect de la France. Quand je vous vois, Omar, je suis tellement fière parce que vous êtes le symbole que l'on peut lutter contre le déterminisme social et vivre ses rêves. Je suis un peu longue, mais là, c'est un événement, désolée. Fière parce que vous faites naître chez tant de jeunes à qui on a servi comme prétexte à l'échec leurs origines, un espoir, celui du possible. Le rêve français, nous ne sommes plus nombreux à y croire. Pour ma part, je considère le vivre chaque jour. Je suis un produit made in France. Mais vous, Omar, du haut de votre sommet, vous l'êtes encore plus. Vous n'oubliez pas d'où vous venez et à chaque instant, on lit dans vos yeux le bonheur incroyable que vous vivez.
ce bonheur qu'on ne vous a pas offert, ce rêve français que vous avez été chercher avec détermination et que vous rendez avec tant de fierté. Omar, je vous souhaite une immense carrière, encore plus grande que celle que vous vivez. Je vous souhaite de nous faire rêver encore et encore. Je vous souhaite de continuer à faire mentir tous ceux qui expliquent à nos jeunes que quand on est dans un quartier, on ne peut pas s'en sortir. Je vous souhaite de continuer à faire briller les yeux de nos parents, de nos proches qui sont si fiers de vous, de tous ces Français qui ont fait de vous la personnalité préférée des Français. Et je vous dis merci du fond du cœur pour ce que vous êtes, pour votre simplicité, pour votre déhanché incroyable qu'on attend de voir à chaque film et qui nous fait tant sourire, et pour cette joie de vivre communicative qui vous habite. Et je vous remercierai encore plus si vous acceptiez, Omar, officiellement de devenir mon frère de cœur. Waouh! J'accepte. C'est une belle lettre. Je t'embrasse. Très joli message. Merci beaucoup. Très joli message, Absatou. Ben, ça fait plaisir, j'accepte, hein, je ne peux pas refuser, j'accepte. Non, merci beaucoup, c'est une belle lettre, merci. C'est touchant. C'est bien dit, ouais, c'est touchant, c'est touchant. Oui. Ça fait plaisir, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Très touché. Et c'est un peu le cœur. Ouais, Audrey, ça y est, Audrey en larmes. Audrey, les larmes. Ah là là. Tu vas me faire pleurer, idiote. Non. Allez, venez, on rigole. Allez, hop. On aurait pu se révolter, tuer pour s'imposer. On aurait pu trouver plein d'idées pour nous développer. Mais nous on s'aime. Même si on crève, on aurait pu vous influencer, vous violer. On aurait pu vous détonner. Mais nous on s'aime. Même si c'est cruel. On aurait pu tout lire, tout écrire, on aurait pu voter, décider, mais nous on a choisi. On aurait pu tout lire, tout écrire, on aurait pu voter, décider, mais nous on a choisi d'aimer. On aurait pu s'y prendre plus tôt, avant de polluer l'eau. On aurait pu se déchirer, se détester pour une simple affaire vestimentaire. Mais nous, on s'aime, même si on est amer.